Vue sur Terre part au Brésil, ce pays d'Amérique latine aussi grand qu'un continent. Loin des plages célèbres de Rio, il existe au Brésil des territoires où plane encore un parfum d'aventure et de mystère. Expedito et Raimundo sont frères. Leur histoire est liée à celle d'un fleuve légendaire, le Paraguaçu. Leur bateau pourrait sortir d'un vieux livre d'aventures maritimes. C'est grâce à ce voilier, un Saveiro, qu'ils gagnent leur vie. Plus au nord, non loin de l'équateur, la région du Nord-Est est une des plus pauvres du Brésil. Sur la côte atlantique, les Lençóis de Maranhães offrent un spectacle envoûtant. Quelques hommes seulement vivent dans ce désert où le temps s'évapore. Ici, la beauté de la nature impose sa loi. Les Lençóis, c'est le domaine de Joyoson. Roy est né près de New York. Il a débarqué au Brésil il y a une trentaine d'années dans la Chapada Diamantina. Passionné d'histoire et d'archéologie, il parcourt chaque jour un territoire immense dont il est devenu le plus grand défenseur. J'ai trouvé mon endroit sur la planète. Je pense que tout le monde devrait le chercher. Certains ont de la chance. Moi, j'ai eu cette chance. J'ai trouvé mon endroit. Le Brésil est la plus grande nation d'Amérique du Sud. C'est le 5e plus vaste pays de la planète. Il est un territoire de contrastes et de paradoxes. Des mégalopoles colossales voisinent avec de grands espaces vierges, toujours éloignés du monde moderne. Les forêts et les fleuves sont indissociables du Brésil. Lorsque les Européens découvrent ce nouveau monde, des cours d'eau majestueux leur ouvrent les portes des grands territoires intérieurs. Le Paraguaçu est un fleuve mythique. Il se jette dans la baie de Salvador, la 3e ville du pays, sur la côte atlantique, dans l'état de Bahia, à 1800 km au nord de Rio. Le fleuve Paraguaçu est le refuge des derniers Saveiro. Ces embarcations portent en elles une partie de la culture du pays. Ne dit-on pas que l'âme du peuple brésilien flotte au-dessus de Bahia, dans la baie de tous les saints? On ne travaille pas avec la montre, mais en fonction du vent. On sait quand on part, mais on ne sait jamais quand on revient. C'est Dieu qui décide. On travaille avec la nature et le vent. On ne regarde pas notre montre. La montre, c'est juste pour l'heure du départ. Nous sommes libres. C'est la liberté totale. Les Saveiro naviguent dans les eaux calmes du Paraguaçu et dans la grande baie de Salvador. Ces bateaux ne sont pas faits pour aller en haute mer. Aussi, ils ne s'éloignent jamais des côtes. Les distances à parcourir sont courtes, mais les navigations peuvent durer plusieurs jours, en fonction des vents, des courants et des marées. Les Saveiro transportent des marchandises en tout genre, de la canne à sucre, des fruits, de la céramique ou du sable. Il leur arrive aussi de transporter des passagers au hasard des voyages. Depuis 15 ans, Raimundo et Expedito font le même trajet entre les villages du fleuve et la grande ville de Salvador. Les deux frères sont maîtres Saveiro.
Ils vivent sur une des îles de la baie, quand ils ne sont pas sur leur bateau. Plutôt qu'habiter à Salvador, je préférerais encore habiter sur le bateau. La ville de loin, c'est beau, c'est vrai, mais quand on s'approche, ça l'est beaucoup moins. C'est bien vu d'ici ou à la télé. L'histoire des Saveiro est mystérieuse. On raconte que les Portugais ont fait venir des marins des Indes pour former des charpentiers brésiliens. Ces embarcations à fond plat permettaient de remonter les fleuves et de se rapprocher des côtes sans danger. Durant plusieurs siècles, les Saveiro transportent les matériaux nécessaires à la construction de villages et d'édifices religieux, comme le monastère São Antonio, bâti au milieu du XVIIe siècle par des moines français. Les franciscains s'installent sur le fleuve pour évangéliser les populations locales. São Antonio est la deuxième église catholique la plus ancienne du pays. À l'époque de la construction de ce monastère, le fleuve Paraguaçu est la plus grande route commerciale du Brésil. Après une journée de navigation, les maîtres Saveiro accostent sur l'Ilha de Mare, l'île de la mer. C'est un petit bout de terre posé dans la baie de Salvador. Les deux frères doivent charger quelques centaines de kilos de bananes fraîchement coupées avant les heures chaudes de la journée. Cette banane est très recherchée. Elle est naturelle, douce. Elle est très sucrée. Pour nous, c'est important les bananes, en termes de transport. Il n'y a pas tellement d'autres choses à transporter ici. Ça ne représente pas beaucoup d'argent. Mais nous, avec peu de choses, on fait beaucoup grâce à Dieu. Et c'est comme ça qu'on vit. Je connais bien le fleuve. Ça fait 15 ans que je fais ce voyage. Au début, avec mon père, j'ai tellement navigué par ici que je connais le fleuve par cœur. Je sais où sont les roches, les bancs de sable. Je sais où je peux jeter l'ancre. Il y a des moments, je me dis que je passe tellement de temps ici que ça finit par m'émouvoir. L'homme ne fait qu'effleurer les choses, comme on dit. J'aime le bateau, j'aime naviguer, voyager, mais pourtant, tu sais, ça ne rapporte pas beaucoup. Les temps sont durs pour les Saveiro. Dans un pays en plein boom économique, ils ont bien du mal à faire face à la concurrence des camions. Sur le Paraguaçu, l'expérience des marins s'est transmise d'une génération à l'autre. Raimundo et Expedito ont tout appris de leur père. Il leur a enseigné un savoir maritime ancestral, mais pas seulement.
Si un maître de Saveiro ne sait pas cuisiner, eh bien il ne mange pas. 3 jours en mer, 3 jours affamés. On arriverait chez nous le ventre vide, desséché, mort de faim. Ce soir, c'est soirée football à la radio. Et le Saveiro fait route vers Salvador, où doivent être livrées les bananes. C'est au petit matin que le bateau pointe son étrave devant les tours de Salvador. Ces deux univers, celui des marins et de la grande ville, s'ignorent. Le petit monde des Saveiro se nourrit de croyances et de superstitions. À chaque fois qu'ils traversent la baie, Expedito et Raimundo remettent leur destin entre les mains de la déesse de la mer. Les bananes sont avalées par le marché Saint-Joachim. C'est un endroit extraordinaire sur le port de Salvador, un des plus grands marchés couverts d'Amérique latine. L'escale dure 1 heure à peine, juste le temps d'acheter quelques vivres. Pour Expedito, une bonne escale est une escale courte. Aujourd'hui, le navire, centenaire, retrouve une nouvelle jeunesse plutôt joyeuse, en servant de taxi collectif. Car depuis quelques jours, le pays tout entier se prépare à vivre au rythme du carnaval. Bonjour. J'ai un problème avec le mât. L'autre n'était pas terrible non plus. Celui-là n'est pas droit du tout. Il a bougé. Il est trop en arrière et le Saveiro n'avance pas. L'autre mât avait le même problème. Il tombait sur l'arrière. Et pourquoi t'es pas venu plus tôt? Non, parce qu'on a un problème sur le mât. Ce serait déjà fait si t'étais venu plus tôt. C'est rien à faire. Là, vous venez un samedi, c'est le jour des enfants. C'est pas le bon moment. Tu sais comme on est, nous, les Brésiliens. On fait ça lundi, j'enlève le mât, je le coupe. Je fais comme vous voulez. En attendant, il faut remplacer une poulie défaillante, la seule pièce mécanique du bateau. Elle se trouve en tête de mât, en haut de ce tronc d'arbre d'une 12aine de mètres. C'est très dangereux. Il est courageux de monter dans le mât. Moi, je n'ai pas ce courage. Je ne suis pas assez macho. Il ne reste plus que 2 chantiers de construction de Saveiro au Brésil. Seule une 10aine de voiliers naviguent encore.
C'est à la croisée d'un océan et d'un fleuve que se joue le destin des Saveros. Raimondo Expedito mènent une vie simple, au gré du vent, des courants et de la mer. J'aime ce que je fais. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ça ne vaut pas le coup. J'aime vraiment ma vie. L'hiver, c'est plus dur. Mais l'été, avec ce petit soleil, ce vent léger, c'est super, c'est tranquille. Les Saveros n'ont pas évolué depuis des siècles. Et il n'existe aucun dessin d'architecte pour construire un bateau comme celui-là. Seule la mémoire de ces marins du fleuve conserve le secret des Saveros. C'est un endroit étrange. Cela ressemble à un désert qui n'aurait pas été abandonné par la pluie. Dans les Lanchois de Maraniens, tout se mélange grâce à une alchimie incroyable. Voici un territoire brûlant, où l'océan, le vent, le sable et l'eau douce des lagunes se mêlent. Joyeusson a 25 ans. Il marche sur le sol de son enfance. Il vit dans une petite ville située à 2 jours à pied de cet endroit où il est né. Dès qu'il le peut, il revient dans les Lanchois pour retrouver ses parents qui vivent dans ce désert, proche de l'équateur, dans le nord-est du Brésil. Je suis libre. En ville, on n'a pas vraiment la liberté de faire ce qu'on veut. Chacun a son petit espace. Alors, quand je viens ici, presque tout m'appartient. C'est comme réaliser un rêve. Je suis en paix. Ça n'arrive pas en ville. Autrefois, personne ne vivait ici. C'est dans les années 50 que la famille de Joyeusson a décidé de s'installer dans une oasis des Lanchois. Elle fuyait une terrible sécheresse qui sévissait dans le Sertão, la zone aride de l'intérieur du Brésil. Pour survivre, les ancêtres de Joyeusson sont donc venus dans un désert où il suffit de creuser le sable pour trouver de l'eau douce. Quand il revient, Joyeusson retrouve son cheval qu'il a nommé le Grand Tigre, une monture idéale pour parcourir les dunes. À la saison des pluies, d'innombrables lagunes d'eau douce apparaissent à la surface. Ce n'est pas un mirage comme il en existe dans tous les déserts du monde, c'est bien réel.
Les lençóis, en portugais, signifient les draps. Ce territoire ressemble à un linge séché par le soleil et battu par le vent. La saison des pluies vient de commencer. Elle dure 6 mois et transforme le paysage. Sous l'effet de la chaleur et de l'influence océanique, les lençóis subissent les effets de la machine climatique. L'eau des lagunes provient des nappes souterraines qui affleurent sous le sable. Dans cet environnement aride, l'abondance d'eau douce est source de vie. En quelques semaines, la faune et la flore réapparaissent dans les lagunes des lençóis après des mois de sécheresse et de sommeil. C'est une peninga. Elle est assez difficile à trouver. Elle vit dans les lagunes, 6 mois dans l'eau, et les 6 autres mois, elle s'enterre dans le sable. Elle est privilégiée de vivre comme ça dans une lagune. Je la protège de ses prédateurs. J'ai toujours fait ça. Je vais la prendre et la déposer dans une autre lagune plus profonde, parce qu'ici, je sens qu'elle n'est pas très à l'aise. Comment saisir la dimension de ce territoire envoûtant? Dans ce désert immense, les distances se comptent en jours. Joyauson a appris à vivre dans cet environnement où le temps des hommes s'évapore et où il faut s'accrocher à la vie. Je suis né ici. J'ai grandi dans l'oasis de Baixa Grande. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à accompagner mon père qui élevait des animaux. On partait ensemble 2 ou 3 jours dans les lençóis. On dormait, on campait à la belle étoile sans rien. Les dunes formaient des murs. Elles nous protégeaient et on creusait une sorte de lit comme ça dans le sable pour dormir. Joyauson part retrouver les hommes de sa communauté sur les immenses plages qui longent le désert. Des camps de pêcheurs provisoires s'établissent en bordure d'océan durant la saison des pluies. La pêche est la principale activité et la première source de revenus des communautés. C'est une pêche collective et solidaire. Le poisson est ensuite partagé entre chaque famille. Il y a beaucoup de poissons et on va continuer à en prendre. Le poisson n'est pas toujours au rendez-vous, ça dépend de la période.
Il y a des moments où on ne pêche rien. Aujourd'hui, on va faire 20 ou 30 kilos. Mais parfois, il n'y a que 5 ou 6 poissons dans le filet. Ça dépend. On le sèche et après on peut le vendre. Cela, on pourra les vendre en 2 jours. Ça dépend du nombre d'acheteurs. Ce qui n'est pas vendu nous permet de tenir 3 ou 4 jours avant de revenir pêcher et ainsi de suite. La famille de Joyosson vit ici. Berger en saison sèche, cultivateurs et pêcheurs le reste du temps. Les habitants des Lanchois vivent en quasi-autarcie dans 2 oasis totalement coupées du monde. La nature n'est pas très généreuse, mais elle permet tout de même de produire des légumes et quelques fruits. En saison humide, c'est la noix de l'anarcadier, le cajou, qui est vendue ou troquée dans les villages les plus proches. La récolte du cajou commence avec la période des pluies. Mais la pluie peut abîmer les noix, car son écorce est très fragile. Si l'eau pénètre à l'intérieur, la noix n'est plus bonne et elle pourrit. Sur 50 kilos de noix de cajou, on n'en récupère parfois que 20 kilos. Tout le reste est abîmé par la pluie. 20 quilos. O restante aprodece por causa da chuva. Joyosson a grandi sur ce territoire où la nature et la beauté s'imposent aux hommes, loin des péripéties du monde. Une harmonie s'est installée dans ce paysage d'eau et de sable en mouvement. Les Lanchois de Maraniens sont un refuge où les hommes semblent attendre quelque chose. Les Lanchois fascinent. Ils sont un autre monde, comme les couleurs d'un voyage qui prend à contre-pied tous les endroits de la Terre. Je suis fier d'être là et de vivre ici. Ça représente un rêve pour moi. Il n'y a rien de mieux ailleurs dans le monde, c'est certain. Cet endroit est le mien, c'est merveilleux et je vais y rester. Je suis vraiment heureux, je ne partirai jamais. Je crois que je vais rester là pour toujours.
À moins de 500 km des côtes atlantiques, la Chapada Diamantina est une terre de montagnes, de canyons et de grands espaces. À la fin des années 70, Roy vit aux États-Unis, mais il rêve d'aventure. Il a 30 ans lorsqu'il découvre le Brésil. La première fois que je suis arrivé dans la Chapada Diamantina, personne ne visitait cet endroit. Il n'y avait pas de route. Je me suis dit, ça y est, je l'ai trouvé, c'est l'endroit. Ça a été comme un coup de foudre. C'est pas moi qui ai décidé, c'est l'endroit qui m'a choisi. Ce lieu m'a saisi. Je me suis dit, ça c'est pour moi. Je suis donc resté, je n'ai jamais pensé partir. J'avais trouvé mon endroit sur la planète. Je pense que tout le monde devrait le chercher. Il y en a qui sont chanceux. Moi, j'ai eu cette chance. Au milieu du 19e siècle, la Chapada Diamantina est le théâtre d'une incroyable ruée vers le diamant. Des milliers d'aventuriers viennent tenter leur chance. Roy va passer la nuit en montagne, dans une ancienne cabane de chercheurs de diamants. Roy s'est beaucoup battu pour la protection de la Chapada Diamantina. Il militait pour que la région devienne un sanctuaire naturel. Dans les années 80, le gouvernement brésilien décide de créer un parc national. Et puisqu'il faut bien quelqu'un pour le diriger, c'est à Roy que l'on confie cette mission. Cela me semblait vraiment bien. C'était intéressant. En fait, on m'a donné un revolver, un 38 mm, un badge et une Jeep, et on m'a dit, vas-y, fais-le ton parc. Du coup, j'étais gardien, directeur, secrétaire, chauffeur. J'étais tout à la fois. Il n'y avait que moi. Seul au milieu de 1500 km² de parc, j'étais comme un prophète en terre sauvage. J'étais un éternel étudiant aux États-Unis. Je n'en voyais pas le bout. J'ai craqué. Je bossais un peu, je voyageais aussi, mais je n'avais pas de but, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai lancé les dés en l'air et je me suis dit, on verra bien. Ça a vraiment changé ma vie. Je pensais que ça ne durerait que 2 ou 3 ans, le temps de faire autre chose. Mais ça a bouleversé ma vie. J'ai découvert une autre culture, un autre pays totalement différent. Ça a donné un sens à ma vie. Je ne peux pas imaginer ce que je ferais aujourd'hui aux États-Unis si j'y étais resté. Ici, j'ai une fonction, je fais quelque chose d'important à mes yeux. Chaque jour,
Roy arpente les chemins de ces montagnes qui ont porté les rêves de milliers de chercheurs de diamants et d'aventuriers. Pour rendre à ce pays qui lui a tant donné, Roy est peu à peu devenu historien amateur. C'est une ancienne construction de mineurs, une corrida. Ils faisaient couler l'eau dans cet aqueduc. 90% du travail des mineurs consistait à apporter l'eau dans la mine. Le travail des chercheurs de diamants, c'était séparer quelques milligrammes de cristaux de carbone, des diamants, dans des tonnes de pierre, de sable, de boue. Et le seul moyen de faire ça, c'est l'eau. Il y avait plein d'aqueducs dans ces montagnes, des grands, des petits. On récupérait l'eau des rivières ou de pluie pour la détourner jusque dans les mines. Tous ces rêves de fortune se sont évanouis dans des forêts disparues qui repousseront un jour. Les pierres précieuses, charriées par les rivières, sont plus rares aujourd'hui et la nature reprend ses droits. La Chapada Diamantina est redevenue une terre sauvage. C'est du thé, de la matière organique. Il n'y a pas de fer. C'est juste des feuilles mortes et du bois filtré par l'eau. Elle en prend la couleur. C'est du thé. Ici, Roy est une figure locale. Grâce à lui, la Chapada Diamantina est à nouveau une terre d'exploration, un paradis pour les randonneurs et les amoureux de grands espaces. Dans les années 80, il fallait être un peu fou pour s'installer dans cette vieille cité coloniale. Roy a fondé une famille, obtenu la nationalité brésilienne et s'est engagé dans la protection d'une terre qui peu à peu est devenue la sienne. Cette ville était très isolée, comme toute la région d'ailleurs. À l'époque du diamant, il y a 100 ans, il y avait des étrangers ici. Mais après cette période, tout ce que les gens du pays connaissaient des Européens ou des Américains, c'était ce qu'ils voyaient dans les films. Dans les années 70, c'était les films d'espionnage. Donc ils ont naturellement déduit que tous les Américains étaient des espions. Ils ne pouvaient vraiment pas imaginer que quelqu'un puisse vivre là juste parce que c'est beau. Ils me disaient « Pourquoi tu viens ici alors que nous on veut partir ?» Je leur disais « Mais c'est magnifique !» Et eux ils pensaient « Il y a autre chose là-dessous. » Jour après jour, Roy noircit des pages. Il établit des cartes pour que la mémoire de cette terre ne s'évanouisse pas. L'idée est de coucher ça sur le papier avant que ça ne disparaisse, pour que l'on se souvienne de leur histoire.
Parce qu'aujourd'hui, l'histoire n'est que dans les têtes. C'est la dernière génération des mineurs de l'ancien temps. Il faut le faire maintenant, sinon ce sera perdu pour toujours. À 62 ans, Roy continue inlassablement d'arpenter les collines de la région. Aujourd'hui, Anisio, le doyen des chercheurs de diamants, l'accompagne. Anisio est un témoin précieux de l'histoire et c'est un vieux compagnon de Roy. C'est quoi le nom de cette rivière? Son nom? Labaron. Pourquoi? Ça vient de Domingo Labaron. Il venait ici avec des capangas, des hommes de main, des brigands. Il venait tuer João Carvalho. Peu de gens le savent. Ces histoires risquent de disparaître. Mes enfants ne les connaissent pas. Et mes petits-enfants ne veulent pas savoir. Ils disent que c'est de l'histoire ancienne, comme moi. Non, c'est important. Je ne suis pas foutu, je suis encore lucide. C'est la dernière génération à avoir vécu dans les montagnes et à en avoir une connaissance intime. Je ne suis qu'un scribe. Tout dépend de ces gars-là. Et mon autre passion, c'est de me balader dans les montagnes et de répertorier tout ce qui reste de l'époque des diamants. C'est de l'archéologie moderne. J'adore faire ce que je fais, m'enfoncer dans la brousse, dormir sur la pierre ou sur des branches, comme les garimperos. Tu as quel âge? 83. 83 ans. C'est dingue. Je ne suis plus le même, mais je fais encore des choses. À l'intérieur, il y a une chambre. On est à l'abri là-dedans. C'est très grand. Cette grotte, une toca, servait d'abri de fortune aux chercheurs de diamants.
Ils y vivaient durant des semaines. Il me faut une lampe. Ces terriers, ça usait les hommes. Chercher des diamants, c'est travailler en milieu humide. Quand on dépassait les 40 ans, on était fini. Tu sais, les pierres sont froides et il y a beaucoup de moustiques. Et il fallait toujours faire du feu. Je pense à tous ceux qui ont vécu cette vie et qui sont partis aujourd'hui. Je pense au passé, aux anciens. Autrefois, dans les chantiers de diamants, on se retrouvait le samedi autour d'une feijoada, autour d'une grande marmite, et on mangeait tous ensemble. On était tous amis. Je suis bon pour trouver des trucs. J'aurais adoré être chercheur de diamants. C'est ce que j'ai fait en arrivant ici. Enfin, pas chercher des diamants, mais passer du temps avec les mineurs. Être avec eux dans la montagne. Apprendre la géologie, comment ils vivaient. Pendant des années, c'est ce que j'ai fait. Traîner avec de vieux chercheurs de diamants. C'était comme dans les films en noir et blanc de mon enfance, comme les westerns avec les pionniers. Les descendants des chercheurs de diamants et des chasseurs qui vivaient là détruisaient tout. Eh bien aujourd'hui, leurs enfants, ils sont guides et écolos. Ils portent haut la bannière de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, ils éteignent les feux de forêt, ils protègent la nature. En une génération, ils ont fait un virage à 180 degrés. Ils sont passés de l'exploitation à la conservation. Tous les matins, Roy vient marcher dans le parc national pour sentir sous ses pieds l'histoire de la Chapada Diamantina. Dans quelques années, les habitants de la région se souviendront de cet Américain venu de New York, arrivé là par hasard. De lui, on dira sans doute qu'on le voyait tous les jours partir dans la montagne. Ceux qui l'ont connu pourront raconter que la vie de cet Américain bien tranquille a été celle d'un coup de foudre entre un homme et la nature. On peut dire que les esprits des collines m'ont accueilli. Je les remercie. On s'entend bien. C'est simplement un bel endroit pour vivre, en harmonie. Je fais mon possible pour protéger ces collines, et elles me le rendent bien. On est en bons termes. C'est juste un lieu magnifique, et j'espère que ça va durer longtemps. And I hope I can keep doing this.